On va entamer directement sur la deuxième conférence. J'espère que vous êtes tous, vous avez été déjà bien hypés par la conférence de Guillaume sur la nutrition. Là, on va parler d'un sujet qui est vraiment passionnant et je pense que ça va vous intéresser tous, surtout même les plus pratiquants d'entre vous. C'est tout ce qui est la notion justement de données et en fait comment est-ce qu'on réussit à utiliser les algorithmes qui ont été développés par les athlètes de haut niveau pour justement les utiliser pour le grand public. Et le grand public, c'est une grande majorité des gens qui sont ici présents. Donc c'est ce qu'on appelle aussi généralement la théorie du trickle-down. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, mais moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est en fait comment on réussit à avoir un impact et comment est-ce que la data et des choses qui ont été poussées par les athlètes de haut niveau peuvent justement être utiles pour le grand public. En fait, c'est très simple. La data, la science, etc., c'est très, très utile pour les athlètes de haut niveau parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, premièrement. Et surtout, c'est eux qui ont potentiellement aussi de l'argent pour le développer. Donc, c'est vraiment eux, justement, qui sont les fers de lance à ce niveau-là. Donc, je pense justement aux différents athlètes de haut niveau qui sont dans la salle. Il y a eu justement cette volonté de le faire. Et en fait, au fur et à mesure, comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser ça? Et je vais vous donner un exemple tout simple. C'est par exemple les freins en céramique qui ont été développés en Formule 1 pour quelques millions d'euros. Donc, c'est des sommes qui sont astronomiques. Comment, en fait, ces freins en céramique de la Formule 1 vont se retrouver dans 10 ans dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire dans vos voitures. Donc on va voir justement avec cette table ronde comment est-ce que tout ce travail peut être mis à la disposition des athlètes amateurs. Et pour ça, j'ai 3 intervenants qui sont 3 précurseurs du domaine, parce que c'est vraiment totalement nouveau. Alors en tout premier, j'aurai Claudia de Pachamama, qui a construit une communauté de testeurs pour les mettre à disposition des marques. Et en fait, elle fait ça avec une vraie vision data, dans la mesure où elle va venir clusteriser, donc créer des groupes de population pour ces testeurs et pour vraiment être le plus pertinent dans ça. Donc je vous propose d'accueillir Claudia de Pachamama. Oui. En deuxième intervenant, on aura Alexandre de Nolio. Alexandre Bouquet, justement, qui a créé une plateforme avec plus de 100 000 utilisateurs de coaching et d'entraînement. Et enfin, on a un représentant de l'INSEP. Donc, l'INSEP, c'est le Graal en France pour justement réfléchir sur ces problématiques où on retrouve tous les athlètes olympiques français qui est situé à côté de Paris. On vous accueille aujourd'hui Nathan Miguins du SDH. Donc voilà, on a 3 précurseurs. C'est des personnes qui, un peu avant tout le monde, ont saisi justement cette occasion et commencent à développer aussi techniquement ces solutions. Je vais commencer directement par Nathan, donc, qui a développé le SDH, le Sport Data Hub. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est né le projet ? Bonjour à toutes et à tous. Donc le Sport Data Hub, c'est un projet tripartite qui a été construit par l'INSEP, le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport. Donc c'est vraiment un projet gouvernemental. Et tout est parti un peu d'une audit en 2019, donc avant les Jeux, pour se demander un peu où est-ce qu'on en était en France sur plein d'aspects de la performance. Et il y a une étude qui avait été faite au niveau de la donnée, où est-ce qu'on en était par rapport à la concurrence. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un gros retard technologique de ce côté-là. Donc il y a eu un projet, un budget qui s'est construit donc, autour de ces 3 entités-là pour développer ce qui est le Sport Data Hub. Et donc aujourd'hui, c'est l'idée de construire une plateforme data sur laquelle on peut centraliser toutes les données qu'on peut trouver dans le sport de haut niveau. Et du coup, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça va permettre aux fédérations et aux coachs d'avoir accès de manière très très rapide à toutes ces datas, parce que eux, c'est pas des data scientists, c'est pas des mathématiциens comme nous on peut l'être, donc ils ont vraiment justement besoin d'avoir un accès facile à ces données. On a aussi Claudia, donc on a parlé justement de ce retard qu'on avait par rapport aux pays, je cite par exemple anglo-saxons, mais en fait dans le monde amateur, ce retard il est un petit peu généralisé. J'imagine que vous avez tous reçu sur votre boîte mail cette campagne d'ASICS qui cherchait des testeurs. Donc effectivement, ils essayent de s'adresser un peu à la communauté, mais on a une vision bien différente avec Claudia, avec Pachamama. Qu'est-ce que tu fais exactement et comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette société ? Oui. D'abord, bonsoir. Donc, Pachamama est une société qui est toute jeune. Elle a été fondée en 2024. Notre mission, on va dire, est d'accompagner les acteurs d'outdoor dans la validation de leur innovation produit. Et ce, à toutes les étapes de la conception.
Donc cela peut passer par des tests utilisateurs, par de la data analyse comportementale aussi, et de la des sessions de co-création. Et l'idée, en fait, elle m'était venue lors de mon précédent emploi. Puisque en fait nous avions, alors c'était pas encore dans l'outdoor, c'était plus dans le high-tech, où nous avions eu une approche qui était très très user-centrique et on a eu la possibilité en fait de pouvoir vraiment structurer pour une toute première fois les retours utilisateurs. Et c'est là où on a vraiment pu constater les différences en termes de qualité de retour et aussi du coup en fait dans la partie conception produit et de sa commercialisation. Et c'est justement en découvrant, puisque voilà, je suis un peu passionnée de trail running notamment, c'est en fait en découvrant les autres manières de faire qui étaient soit un peu artisanales, qui ont été faites en interne, ou alors s'il y a du budget comme via justement des emails marketing, qui étaient absolument pas structurés, pas ciblés, où je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire pour les accompagner. Oui, bien sûr. Et ce serait quoi le problème en fait de cette campagne marketing? C'est quoi le gros problème que tu vois dans une population en fait de testeurs? Alors, le problème, effectivement, il est sur deux niveaux. C'est que, à la fois en fonction des budgets aussi, parce qu'il faut le dire, en fait, ça a été très bien expliqué par Morgane, justement, de NutriPure, c'est qu'il y a différentes phases, et les différentes phases de conception, et un chef de produit n'a pas forcément pas juste le temps et la tâche, effectivement, de mener des tests produits. Donc, parfois, en fonction du budget, c'est mené de manière interne, un peu artisanale, où on demande nos copains, nos amis, où justement, déjà, les retours sont assez biaisés, et où aussi, on n'est pas du tout sûr d'avoir toute cette diversité de profils qu'utilise au final le produit, par exemple, comme NutriPure. Et donc, pour d'autres sociétés qui ont un peu plus de budget, effectivement, il y a plus des campagnes grandeur mesure qui sont menées sur Instagram, etc. Mais là, encore une fois, en fait, on constate qu'il manque vraiment cette diversité qui répond. Et c'est un appauvrissement justement dans les retours utilisateurs. Exactement. Donc en fait, c'est un vrai problème de représentativité des différentes populations. Toi, Alexandre, tu as créé Nolio. Donc je pense que vous connaissez à peu près qu'est-ce qu'est Nolio, une plateforme justement de coaching. Toi, tu as 100 000 utilisateurs à peu près. Est-ce que tu peux nous faire justement un listing des types de populations que tu as sur ta plateforme? Alors, c'est pas vraiment notre spécialité, entre guillemets, de faire ces parties-là, mais forcément, vu qu'on a un certain nombre d'utilisateurs, on regarde un petit peu qui ils sont. Donc, pour refaire un petit topo, et nous, Nolio, c'est une société notamment pour les coachs. Donc, on fait un logiciel que les coachs peuvent utiliser pour mieux gérer leurs sportifs, leur transmettre les plans d'entraînement, etc. Donc, on en avait un peu marre des fichiers Excel de nos coachs. C'est vraiment parti de là. Et pour revenir sur la question, nous, on a un petit peu tout comme population, parce qu'en fait, ça dépend aussi des coachs qui sont présents. C'est-à-dire que si on a des coachs qui font du coaching d'athlètes élites, on va avoir les athlètes élites sur Nolio. Si on a des coachs qui sont spécialisés dans les athlètes féminines, pareil. Donc on a un petit peu de tout. Après, ce qui a le plus forcément, c'est des hommes, blancs. C'est malheureusement la réalité. En tout cas, nous, nos sports principaux, c'est le trail, la course à pied, le vélo et le triathlon. Donc voilà. Okay. Hyper intéressant. Et effectivement, moi je partage totalement ton point. Et pour vous dire à quel point Nolio a été précurseur, ça a été créé en quelle année, Alexandre? Alors nous, on a commencé dans notre chambre en 2017. Et la société a été créée en 2019. Donc en 2017, on a commencé les premières lignes de code. Donc c'est très très tôt. Et effectivement, il y a encore beaucoup de coachs qui font déjà au ressenti. Ils commencent aussi à Excel. En fait, déjà, Excel, c'est excellent. Et en fait, déjà, quand on commence à passer à des langages de programmation comme du Python, là, pour le coup, on passe justement à de l'analyse beaucoup plus quantitative, de pouvoir justement un peu plonger dans les différents graphes. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant pour le futur, parce que c'est fondamental si on veut avoir un suivi personnalisé. Ouais, après, c'est pas forcément la spécialité toujours des coachs. Il y a des coachs qui sont plus des hommes de terrain, et du coup... si on leur parle de Python, ils vont dire il est où le serpent, quoi. Non, nous, on essaie de leur fournir les outils pour que ça soit le plus simple possible. Et eux, par contre, ce qu'ils connaissent, c'est la physiologie, c'est bien préparer un athlète, la charge d'entraînement, etc. Par contre, si c'est à eux de faire les lignes de code pour avoir l'analyse, eux, ils savent ce qu'ils veulent au final. Mais après, c'est des personnes comme nous, comme toi, avec ce que tu fais avec le SDH, qui mettent aussi à disposition des outils des coachs.
qui vont leur permettre eux, entre guillemets, ils s'en foutent de la manière. Ils veulent la finalité. Je veux savoir telle partie de telle section de la séance de mon athlète. Moi, je sais que physiologiquement, ça fait ça. Mais la courbe, peu importe le langage qu'on a utilisé ou comment on a fait, lui, il s'en fout, quoi. Bien sûr. Alors, j'ai pas entendu rigoler assez de monde dans la salle sur la blague sur le Python. Donc, je sais pas si vous savez exactement ce que c'est. Le Python, c'est un langage de programmation. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait la référence au serpent. En fait, c'est un langage mathématique qui est utilisé en fait pour analyser ces données. Et comme le dit très bien Alexandre, en fait, t'as beau être très bon en physiologie, dans la compréhension de comment doit évoluer la fréquence cardiaque de ton athlète, si t'es pas capable justement de le visualiser et de remarquer peut-être le coefficient directeur de cette droite, en fait, tu vas être incapable justement d'analyser avec beaucoup de précision. Et c'est ça justement que Nolio vient apporter grâce à cette lecture de graphiques. Quand on a beaucoup justement d'athlètes, beaucoup de profils différents, et je pense là à Nathan avec le SDH, donc c'est Sport Data Hub à destination de toutes les fédérations. Donc il a tous les sportifs olympiques français, tu me corriges si je dis des bêtises, mais c'est le taekwondo, la natation, le football, etc. Comment est-ce que tu fais pour construire une architecture qui quand même est censée elle est pensée autour du sport? Comment est-ce que tu fais justement pour structurer quelque chose qui peut être utilisé par un boxeur et un athlète d'athlétisme? Ouais, tout à fait. Donc notre population, c'est vraiment tous les sports olympiques et paralympiques aussi. Dans ce cas-là, en fait, là depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de données de performance, mais dans les données, il n'y a pas non plus que ça. Il y a toutes les données administratives, toutes les données financières que peut générer l'agence ou le ministère, toutes les données, on l'a vu, les données d'entraînement, etc. Et donc, initialement, au début du Sport Data Hub, en fait, on avait plein d'outils qui servaient à faire plein de choses différents. Et chacun communiquait en fait dans son coin, mais il y avait peu de communication entre tous les outils. Et donc un de nos rôles justement, ça a été de construire un entrepôt de données dans lequel tous ces outils peuvent communiquer entre eux. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a ces structures qui est commune au niveau des fédérations, donc on peut avoir des données de capteurs, c'est là où on peut avoir un tuilage aussi. Avec Nolio, on va se connecter directement à ce qu'on appelle une API. Donc c'est un service qui permet d'échanger de l'information entre deux institutions. Une fois qu'on a toutes ces données-là, elles sont recueillies de la même manière pour n'importe quelle fédé, pour n'importe quel capteur. Et derrière, on va construire des couches donc, qui vont analyser cette donnée une fois qu'elle est chez nous. Et donc là, qui va essayer de répondre à vraiment un besoin terrain qui vient de l'entraîneur. Okay, hyper intéressant. Donc c'est le provider, le fournisseur de data à toutes ces fédérations. Est-ce que toi ensuite, c'est plus ton travail, mais est-ce que tu remarques que les fédérations entre elles viennent se donner des petites briques d'algorithmes, elles viennent justement un petit peu s'aider les unes les autres parce que tous les data scientists ont des idées différentes qui peuvent être très intéressantes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le but du projet, c'est de mutualiser en fait tous les besoins qu'on peut retrouver dans les fédérations. On est sûr qu'une fédération qui va avoir un besoin au mois de mars, peut-être dans 2 mois, il y a une autre fédération qui va avoir le même besoin. Et donc on construit plein de briques à chaque fois qui sont facilement réutilisables pour une fédé ou pour une autre. D'accord. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu retrouves aussi chez Nolio avec le triathlon, le trail ou même juste la course à pied? Il y a un peu des échanges d'informations où les coachs restent quand même assez silotés. Alors de base, un petit peu historiquement, ils sont un petit peu silotés parce qu'ils sont passionnés. Et puis historiquement, il y avait pas, il y a 40 ans, ils étaient abonnés à la revue Demi-Fond, puis ils avaient les infos dans la revue Demi-Fond. Puis de plus en plus, maintenant, avec Internet, les forums, etc., on voit qu'ils discutent et les coachs, avant tout, c'est des passionnés. Et du coup, nous, on a justement créé un podcast où on essaie d'interviewer un peu tous les sports, de l'aviron, mais aussi bien sûr de la course à pied, du trail, etc. Et quand on entend un coach qui nous dit tel petit truc que le coach d'aviron il fait, je l'ai intégré dans mes routines pour mes athlètes en triathlon ou en cyclisme. Voilà, donc je pense qu'ils ont tous à apprendre les uns des autres. Après, ils sont tous passionnés. C'est juste qu'après, eux, ils vont chercher naturellement plus dans leur secteur, c'est évident. Et donc après, nous et plein d'autres acteurs, et grâce à pas mal d'outils, ils essayent de se former et à voir si c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs et de se dire peut-être qu'ils font des choses que je pourrais intégrer et inversement, ou peut-être que ça me confirme que ce que je fais, je le fais bien et je sais pourquoi je le fais, quoi. C'est là aussi où ça peut être intéressant d'avoir des sport scientists, donc qui soient éventuellement dans les fédés, un peu ce que tu peux faire avec tes différents groupes d'athlètes,
mais c'est justement de voir ce qui peut se faire dans une pratique ou dans une autre, quelle va être la demande d'un coach ou d'un autre. Donc ça peut passer par des podcasts, mais aussi ces personnes-là peuvent jouer ce rôle justement de partage d'informations, de partage d'échanges, de pratiques. Et donc au sein du Sport Data Hub, on a vraiment une équipe pluridisciplinaire, et on a notamment 3 sport scientists qui vont se balader de fédération en fédération, essayer de comprendre un peu quels besoins on va avoir sur un sport et essayer de faire des parallèles entre différents groupes d'entraînement, différentes fédés. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ce sont ces profils qui permettent d'utiliser l'immense database, donc base de données qui a été créée, qui serait inutile sans ces faiseurs de savoir. En fait, le sport scientist, c'est un métier qui est totalement nouveau. En fait, c'est vraiment à la jonction entre le coach et le data scientist, donc celui qui maîtrise l'univers du terrain, l'univers de l'athlète et l'univers de la science, des mathématiques, du code. Donc c'est vraiment des domaines qui sont très intéressants et qu'on retrouve justement de plus en plus à l'INSEP. Donc ça, ils sont attachés au Sport Data Hub ou plus dans les différentes fédérations? Ça va vraiment dépendre des fédérations, des moyens qu'ils ont, et puis de la politique aussi de la fédé. Donc on a différents cas. Le premier, c'est quand il y a déjà des staffs qui sont intégrés dans les fédérations. Et dans ce cas-là, on joue un peu plus le rôle de provider. Donc on leur fournit la donnée. Éventuellement, on les accompagne sur quand ils ont des questions un peu techniques et pour héberger leurs données et leurs applications. Et on a des fédérations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un poste à temps plein. Et donc dans ce cas-là, on leur met à disposition un certain pourcentage de temps d'une personne, donc d'un sport scientist. Et lui, après, il va partager son temps entre différentes fédés. Et du coup, je vais poser un peu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est difficile en France d'avoir de l'argent justement pour embaucher des tels profils? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend vraiment des fédérations et des volontés politiques qu'il y a souvent à la direction technique nationale. Donc c'est une branche dans les fédérations qui va vraiment être centrée sur la politique sportive et de performance. Et donc souvent, ça dépend un peu de la vision des personnes qui sont à ce poste-là. Ou sinon, il y a un poste aussi qui a été créé récemment, qui est le directeur de la perf, et donc qui accompagne le DTN autour de ces questions. C'est très intéressant. J'imagine que dans tous les athlètes que tu vas avoir, il y en a qui sont assez férus de données, donc qui vont justement porter les capteurs, parce que en fait, pour la produire, cette donnée, il faut porter les capteurs sur soi, il faut faire des protocoles, des tests lactate, donc c'est des choses qui sont relativement compliquées à mettre en place. Comment est-ce que Claudia, justement, en fait, tu peux gérer ces trous de données? Donc, je donne un exemple sur les 1800 utilisateurs, testeurs que tu vas avoir. Tu vas avoir des petits trailers de 25 ans qui vont être foot data, qui vont avoir plein de capteurs, etc. Et au contraire, Salomon va te demander, par exemple, d'avoir des femmes de 60 ans pour justement étudier ça, mais elles ne vont pas porter ces capteurs-là. Comment est-ce que tu récupères ces trous un peu dans ta base de données? C'est ça, oui. Donc, un peu la particularité, puisque, comme ça a été évoqué, donc il manque un peu. Alors, c'est pas juste cette diversité, mais cette connaissance, effectivement, sur le profil des utilisateurs. C'est pour ça qu'on fait assez souvent appel aussi à ceci. Et alors, il s'agit vraiment, pour ma part, donc je pars pas vraiment. Comment dire, je ne me permets pas d'utiliser un autre type d'utilisateur et de faire une comparaison en disant voilà, c'est une population à peu près similaire. Non, on recrute réellement les utilisateurs et grâce effectivement voilà, à de la communication, à une animation de cette communauté, parce qu'on les considère vraiment comme une communauté, on arrive aussi à obtenir en fait beaucoup d'informations de leur part. Donc c'est ça en fait qui nous permet aussi d'avoir toute cette richesse de données voilà, dans un CRM et qui nous permet voilà, de croiser des données et de vraiment en fait, de permettre d'établir des tests vraiment de manière fine-tunée avec différents types de populations. Oui, bien sûr. Et ça, c'est intéressant. On le remarque souvent en statistiques. Donc, quand on pense statistiques, on pense par exemple au sondage politique. On a vraiment ce problème de débiaiser. Donc, si on va appeler 50 000 personnes au téléphone, on ne va pas forcément avoir un échantillon représentatif de la population. On va être obligé justement de demander d'abord l'âge, potentiellement le revenu, etc. pour dire, OK, on va prendre 10% entre telle je sais pas, période de leur vie, entre tel revenu, etc. Est-ce que toi, tu vas recruter spécifiquement les trous dans la population justement qui te manquent? Exactement, c'est ça en fait. Donc c'est soit parfois les marques qui le demandent en fait aussi, et comment effectivement nous on a cette sensibilité lorsqu'on travaille avec des marques, on pousse un peu ce côté-là pour leur faire comprendre et les rendre un peu plus sensibles à cette partie-là. Donc tout à fait. Oui. Hyper intéressant. C'est vraiment précieux justement d'aller chercher ces profils différents. En parlant de profils, oui, un truc qui m'intéresse pas mal chez Nolio, c'est quand on voit en fait l'interface de Strava,
c'est une UX qui est la même pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont obligés de s'adapter à un persona en particulier. Comment est-ce que toi, tu te gères par rapport à des coachs qui ne sont pas forcément data, ou au contraire des coachs qui sont très très geeks et qui aimeraient avoir un peu plus d'accès à la donnée? Est-ce que justement, tu as une UX un petit peu différente, ou tu es obligé de te caler sur la plus grande proportion des coachs qui sont chez toi? Ouais, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que ça soit le plus simple à prendre en main, parce que les coachs, il y en a beaucoup qui étaient, comme je disais, de base sur fichier Excel, voire sur papier. Au mieux sur Google Drive, sur un petit Google Sheets. Donc voilà, pour la prise en main, si on leur montre des tableaux de bord avec des trucs dans tous les sens, comme on peut voir, qu'on aime tous, que les geeks aiment bien comme moi, mais un coach lambda, entre guillemets, il part en courant dans l'autre sens et dit mon fichier Excel, il est très bien. Donc nous, on essaie de faire quelque chose d'un petit peu simple à prendre en main, ludique, etc. Et après, c'est sur les paramètres ou dans les options, où en gros, tu peux aller paramétrer, rajouter beaucoup de choses. Par contre, par défaut, on leur met pas forcément beaucoup d'options. Après, c'est des choses qu'on réfléchit. Pourquoi pas, dans l'onboarding, leur demander est-ce que tu veux quelque chose d'avancé ou quelque chose de plutôt simple, parce que nous, on a vraiment toutes les typologies de coach. On a le coach qui a 5 athlètes, il les coach juste aux sensations, juste savoir ce qu'ils ont fait. Déjà, s'il leur transmet un plan, il arrive à savoir ce qu'ils ont fait, s'ils l'ont fait ou pas, c'est déjà une victoire. Et puis tu as des coachs d'athlètes olympiques où là, il faut analyser chaque séance, chaque section, renseigner le lactate sur tel lap, etc., sur telle section de course. Donc voilà, c'est jamais facile, et après ça passe par une page paramètres qui fait un peu peur, où on peut cocher beaucoup de boutons, quoi. Ok, ouais. Donc c'est très évolutif, et ça c'est hyper intéressant. Tu parlais justement de données et notamment de ressenti, tu as parlé des données au ressenti. On sait très bien qu'en fait quand on pense data, on pense des chiffres, pas forcément. Il y a aussi tout ce qui est les ressentis subjectifs, et ça c'est une part qui est absolument non négligeable de la performance. Question pour tous les trois, comment est-ce que vous réussissez à transmettre en data ou de manière objective des données qui sont subjectives elles-mêmes? Après, ouais, il y a une échelle que des personnes, tout le monde a dû voir dans la salle, parce qu'elle a fleuri sur un peu toutes les plateformes, et nous on l'a aussi, c'est le RPE, donc la perception de l'effort, qui est une échelle de 1 à 10, 1 étant très facile en vert, 10 je vomis, ou voilà, équivalent. Donc ça, c'est un moyen d'objectiver, parce que c'est une échelle, donc au moins il ne peut pas mettre j'étais mal. Donc voilà, il va choisir entre 1 et 10. Par contre, il y a des biais qui sont liés à ça, qui sont, si on n'explicite pas très bien l'échelle, nous on le voit toujours avec des athlètes, ils vont mettre toujours entre 4 et 6. Ou d'un coup un footing ils vont le côté 6, et après une séance dure ils vont côté 4, on comprend pas. Donc là, nous, ce qu'on voit, c'est que les coachs, en fait, ils essayent d'expliciter avec vraiment des exemples. Je l'ai dit un petit peu rapidement, mais 1 très facile, footing, 5 c'est une séance que tu pourrais faire peut-être 1h30, mais t'es dans l'inconfort, c'est un confort inconfortable, quoi. Donc généralement c'est du seuil, quoi. Voilà, donc ça il y a ça, et puis il y a plein d'autres choses. Nous, on permet aux coachs de rajouter des questions. Donc on a des coachs qui rajoutent l'humeur, par exemple. C'est une échelle de 1 à 10 aussi. Alors elle est personnalisable, mais parce qu'il y a des travaux là, scientifiques qui commencent à être faits, notamment par un chercheur sur l'île de la Réunion, là, non pardon, c'était pas l'humeur, c'est sur le plaisir de s'entraîner, et qui en fait essaye de prouver, ou en tout cas lui pense que c'est prouvé que, ça paraît pas déconnant non plus, si tu prends du plaisir à t'entraîner, tu vas mieux t'entraîner, mieux récupérer, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve pas toujours dans les plateformes, parce que après le risque aussi, c'est d'avoir une liste de 30 questions. Et le sportif, déjà, si on lui demande 2-3 infos, c'est déjà bien s'il les renseigne. S'il doit renseigner un questionnaire de 3 pages à chaque séance, il va le faire 2 jours. Ouais, et après, on ne le voit plus, quoi. Ouais. Et avant de laisser répondre Claudia et Nathan, est-ce que dans la salle, juste à main levée, qui connaissait l'existence du RPE? Donc il y a beaucoup de sportifs quand même. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et j'aurais une question justement après pour les intervenants et pour la salle en termes de vision, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Je laisse Nathan et Claudia répondre sur le RPE.
Ouais, bah, on peut déjà un peu aller là-dessus si tu veux, parce que la RPE c'est bien, ça donne un indicateur à l'instant T, mais ce qui est intéressant aussi c'est de le contextualiser, et donc si on a accès à d'autres types de capteurs, bah, c'est essayer de corréler notre notion de RPE avec d'autres types de données qu'on peut avoir. C'est le cas, en général on parle souvent de charge interne et de charge externe. Donc pour résumer, la charge externe c'est vraiment le stimuli qu'un athlète va avoir à faire durant sa séance. Donc ça peut être un nombre de kilomètres parcourus, en trail, un nombre d'ascensions, de dénivelé, etc. Et la charge interne, c'est plutôt le ressenti ou comment le corps va réagir. Donc la RPE, des fois, qu'on n'a pas forcément accès à de l'AFC dans certains sports ou autres, bah, c'est un bon indicateur de charge interne. Et derrière, bah, c'est les modèles un peu de la littérature qu'on trouve beaucoup, donc, notamment, il me semble que c'est Foster qui a beaucoup développé ça, le système de dose-réponse. Donc le dose, ça va être vraiment la charge externe, et la réponse, la charge interne. Et après, c'est de créer des modèles un peu qui vont permettre d'analyser, bah, oui, aujourd'hui j'ai une RPE de temps, mais est-ce qu'elle est plus ou moins élevée par rapport à la dose que j'ai eue. Et derrière, bah, ça permet vraiment d'adapter aussi l'entraînement au jour le jour, et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est très intéressant cette notion de charge. On sait qu'il y a différents algorithmes, il y a Foster, il y a Kogan notamment. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu choisis sur ta plateforme pour ces indicateurs-là? Pourquoi est-ce que tu choisis ça? Pourquoi est-ce que Strava choisit un autre indicateur? Qu'est-ce qui drive un peu tes choix là-dessus? Ouais, bah nous, par défaut, on met Foster. Donc Foster, on en parlait rapidement, c'est vraiment tout bête, c'est le RPE donc de 1 à 10 multiplié par la durée de la séance en minutes. Donc une séance côté 3 de 60 minutes, bah, ça va faire 180, quoi. Et après, on a la charge de la semaine, la charge du mois, etc. Nous, on met ça par défaut pour tout le monde parce que ça a l'avantage d'être multisport et accessible pour tout le monde. On n'a même pas besoin d'avoir une montre connectée. On va prendre la montre Decathlon à 4 € et voilà, ou même le timer sur son téléphone. Donc nous, ça, c'est un gros avantage. Après, tu as des sports où c'est plutôt d'autres charges, comme par exemple, on a parlé de Kogan, donc qui sont liées aux données par exemple de puissance en vélo. Nous, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est que les coachs ils utilisent plusieurs modèles de charge pour pouvoir comparer et voir. Ça reste des modèles. Donc, si tu as un modèle qui te dit ça va dans un sens et l'autre modèle qui te dit ça va dans l'autre sens, a priori, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et lequel dit juste, bah, on ne sait pas. Donc voilà, souvent ils les utilisent en contrôle. Et après, l'avantage, par contre, des modèles donc plutôt objectifs, par exemple liés au watt, etc., bah, c'est qu'ils vont être beaucoup plus précis. Si l'athlète il a fait exactement 282 watts en moyenne sur sa sortie, on peut calculer une charge et potentiellement on va aller plus dans la précision, mais ils utilisent des modèles subjectifs en contrôle pour vérifier que c'est cohérent. En fait, c'est très lié aussi au niveau de l'athlète qu'on entraîne. Par exemple, tu parlais justement du RPE, on n'a pas besoin de montre connectée. On pensait aussi à la charge interne de Strava qui, elle, est plutôt basée sur la HR, sur la fréquence cardiaque, parce que justement, ça permet de mettre en même temps du vélo, de la course à pied, de la natation, du base jump, enfin ce que vous voulez. Et au contraire, justement, si on fait un sport spécifique, et là, pour le coup, ça va être vraiment intéressant de se mettre plutôt sur des watts, parce que c'est effectivement le sujet qui nous intéresse, qui nous permet d'être plus précis. Donc il y a vraiment cette notion de comment est-ce qu'on s'adapte à son utilisateur, et c'est hyper intéressant de pouvoir choisir là-dedans. Claudia, quelle est ta réponse justement sur l'objectivation, l'objectivité versus ou subjectivité. Ouais, et justement, comment est-ce qu'on transforme en data tous les commentaires subjectifs que tu vas créer? C'est ça. Alors, je dirais, donc je vous rejoins parce qu'il y a effectivement, grosso modo, c'est un peu le croisement des données. Mais c'est vrai que parce que d'un côté, c'est vrai que nous, le PRU n'est pas forcément un de nos KPIs, parce que voilà, on a d'autres données subjectives à demander, telles que le confort, le ressenti. Qui dit ressenti dit subjectivité. Je dirais c'est plus une art de pouvoir poser des questions, parce que généralement, en fait, la plupart des questions sont quand même du déclaratif, ou parfois, alors il y a un peu le côté psychologique du coup qui peut rentrer dedans, mais souvent dans le déclaratif, ça peut être le surmoi qui parle. Donc, par exemple, pour la bonne humeur, si dans la salle, il y a des personnes qui sont plutôt très optimistes, ils peuvent justement mettre en 8, alors qu'une autre personne qui peut-être a eu autant de difficultés peut mettre plutôt en 4. Mais ce qu'on fait généralement, donc, c'est l'art de poser les questions, mais surtout, en fait, pour une donnée subjective où il y a un déclaratif, on se permet d'ajouter d'autres questions
qui nous permettent justement de lire ces signaux faibles pour pouvoir justement croiser les données. Et comme tu le disais justement, c'est que si parfois justement tu as un indicateur qui dit noir, l'autre dit blanc, voilà, c'est que par moment il faut justement trancher. Hyper intéressant justement comme analyse, et j'imagine que tu as beaucoup un peu de données textuelles. Est-ce que, donc pareil, question à tous les trois, en termes de vision pour l'avenir, on a vu le développement de l'intelligence artificielle par exemple, est-ce que le Natural Language Processing, donc le programming, pardon, le NLP, c'est une technique d'intelligence artificielle qui nous permet de lire du texte pour justement le mettre de manière notifiée, en fait le transformer en RPE par exemple, ou en score de plaisir, ou etc., etc. Donc par exemple, on va juste lire un des commentaires de Pachamama et on va pouvoir dire, est-ce que sur une échelle de 0 à 100 par exemple, est-ce qu'on est satisfait ou pas du produit, et après de décliner ce genre d'échelle. Est-ce que c'est des choses que vous avez pensé à faire, chez Pachamama, chez Nolio ou même au SDH, ou c'est vraiment encore pour le futur? Non, je pense que techniquement, c'est pas très dur à faire. Après, il faudrait voir, nous par exemple, quand l'athlète il note par exemple par défaut, on demande le RPE et les sensations. Ce qu'il rajoute dans le commentaire, généralement, ça va être quelque chose d'un petit peu différent et qui va être pour le coup dur à objectiver. Par exemple, j'étais mal au 22e kilomètre ou au milieu, je me suis arrêté, j'ai eu des crampes. Ça, quel score tu peux sortir de ça? Je pense que c'est compliqué. Donc, nous, c'est une info que le coach a en plus. Et je pense que ce qui est dur, c'est un petit peu de plutôt quel score tu veux. Il y a des exemples beaucoup plus simples, je pense, sur s'il y a des questions plus précises. Mais nous, typiquement, c'est vraiment champ commentaire de la séance. Donc, c'est assez large, quoi. Voilà. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être liées à ça, je pense. Ou, par exemple, on pourrait même si l'athlète n'a pas noté sa séance ou a juste mis un commentaire quelque part, juste le titre de la séance Strava, peut-être qu'on pourrait sortir une estimation du RPE. Enfin, voilà. Exactement. Mais ça, je trouve ça assez puissant, c'est un peu de la data cachée. Moi, c'est quelque chose que je demande à mes athlètes que je suis, je pense à même des champions olympiques, je leur dis, mettez un maximum d'informations, donc comme ça, le coach ou moi, je pourrais le lire, mais surtout, en fait, peut-être dans 4 ou 5 ans, on pourra réutiliser toutes ces données et dire, bah voilà, mon chien s'est fait écraser par une voiture, donc effectivement, la fréquence cardiaque, elle est un peu supérieure. Mais du coup, en fait, ça permet de faire ce travail de débiaisage et du coup, peut-être de donner moins de poids à certaines activités et du coup, d'aller beaucoup plus loin dans la finesse et dans la précision de manière automatisée parce qu'en fait, on a des intelligences artificielles qui réussissent à lire tous ces commentaires-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu mets en place? Est-ce que tu as de la donnée textuelle dans ta base de données? On en a très peu en réalité, on a beaucoup de données tabulaires, donc c'est vraiment juste un peu comme ce qu'on peut avoir dans Excel, pas mal de données de capteurs. Et par contre, on s'est essayé, là où il y a un besoin un peu à l'INSEP, c'est sur toutes les ressources documentaires qu'on peut avoir. Donc à l'INSEP, il y a aussi une bibliothèque, il y a tout un pôle formation. Donc sur la partie bibliothèque, on peut faire déjà pas mal de choses avec les LLM pour que ça soit... essayer de créer des prototypes déjà dans un premier temps en utilisant cette technologie-là. On le fait aussi un peu sur de l'audio, parce que la formation met souvent en place des interviews auprès de coachs, auprès de staff, auprès de sportifs. Donc essayer de voir comment cette donnée cachée, on pourrait essayer de la ressortir. Et là, les modèles s'améliorent vraiment beaucoup, et donc ils deviennent, on appelle multimodaux, donc ils peuvent à la fois traiter du texte, de l'audio et aujourd'hui de la vidéo. Et là, les quelques exemples qu'on a essayés ces derniers temps, c'est pour faire du tagage vidéo. Donc sur différents combats dans des sports de confrontation par exemple où on a juste des barrières de score ou des temps d'arrêt dans les combats, ça c'est des choses qu'on arrive aujourd'hui à peu près bien à taguer avec des modèles de langage et ça c'est des choses qui sont assez prometteurs. Okay. Hyper intéressant justement de réussir à aller chercher ce côté multimodal dans les différents langages programmes. Et justement, ça c'est une des questions que je me pose. Tu nous as dit, Alexandre, que c'était difficile que la personne mette des commentaires, réponde à des questions, etc. Mais par contre, c'est super facile de faire un vocal de 2 minutes sur WhatsApp. Et justement, peut-être d'intégrer ce genre de choses à l'avenir, ça permettrait d'être totalement indolore. En fait, on parle souvent de invisible monitoring, donc à quel point on est le moins contraignant possible pour l'athlète et comment est-ce que, en fait, nous, on peut le récupérer derrière pour avoir des informations qui sont hyper précieuses parce qu'en 2 minutes de vocal, on a le temps de faire passer de l'émotion, des informations et pas mal de choses qui pourraient être intéressantes pour la suite. Ouais, je pense qu'on va vers ça. Là, je crois que c'est Garmin il n'y a pas longtemps. Maintenant, tu peux mettre une note audio sur chaque étape de tes séances qui vibrent dans la montre.
Donc voilà, j'imagine déjà les coachs là, mettre des petits messages au milieu de la séance. Mais donc ils le font déjà pendant la séance. Donc je pense qu'on n'est pas très... je pense que techniquement, intégrer un petit micro dans la Garmin ou autre, je trouve qu'ils le font même déjà. Donc voilà, comme tu dis, après avec le ton de la voix ou ne serait-ce qu'une retranscription de l'audio vers du texte, où juste l'athlète il dit RPE 8 et sensation 4, ça sera toujours plus simple pour lui. En tout cas, il nous dira que c'est plus simple pour lui que de le mettre sur sa montre, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant, après, même le texte, même l'audio, il trouvera que c'est... Parce qu'une des difficultés aujourd'hui, on parle de toujours aller plus loin dans la data, etc. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup de coachs où ils n'ont aucun retour de l'athlète, où ils ont un petit message sur WhatsApp et c'est hyper dur à traiter. Et voilà, avec les montres, maintenant, on peut mettre un sensation RPE sur certains modèles post-séance. Donc ça marche plutôt bien. Mais il y a un petit peu... toute la donnée théorique qu'on pourrait aller chercher pour faire le meilleur algorithme et le meilleur entraînement, et la réalité qui est qu'est-ce que les athlètes sont prêts à saisir, sans parler de l'athlète élite qui, bien sûr, lui, va s'astreindre à tout remplir de manière correcte, etc. Voilà, après, c'est aussi pour une personne qui est dans le loisir, est-ce que remplir un questionnaire ou même 3-4 questions post-séance, voilà, ça dépend ce qu'on veut aussi en termes de performance derrière, quoi. Ouais, hyper intéressant. Je voulais juste m'assurer que tout le monde suit dans la salle. J'ai peur d'être trop technique un peu à chaque fois. Tout le monde suit. Tout le monde réussit à comprendre un peu les LLM, les langages, les mots qu'on utilise. Incroyable. Top. Et du coup, je me pose une question. En fait, moi, je réfléchis toujours à cette double casquette. En même temps, d'être très tech, d'être très mathématicien. On sait justement que tu es un codeur, Alexandre. Mais aussi le côté terrain. Est-ce que ça aurait été possible de développer le SDH sans avoir été sportif toi-même de ton côté ? On en a parlé un peu tout à l'heure sur le tuilage de toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer une infrastructure comme ça. Dans tous les cas, il faut être accompagné, il faut avoir vraiment des équipes pluridisciplinaires, donc avoir des gens qui ont été anciens sportifs de haut niveau, des gens qui sont très techniques sur une tech bien spécifique que peut être la base de données, d'autres sur le développement, d'autres sur la data, d'autres plutôt qui fait le lien entre le terrain et les sciences. Et c'est vraiment avoir une équipe pluridisciplinaire qui permet d'aller chercher vraiment chacun des aspects et qui permet vraiment de construire un produit qui soit utile aujourd'hui. Ok. Et du coup, je te tends un peu un piège. Actuellement, dans l'outil que tu es en train de développer, donc pour toutes les fédérations, il va être très développé pour les sports d'endurance, je pense au vélo ou à la course à pied que tu peux pratiquer. Est-ce qu'il va être aussi bon sur des disciplines de taekwondo, par exemple ? Et contrairement à ce que tu pourrais penser, c'est pas sur en tout cas aujourd'hui avec les fédés avec lesquels on travaille le plus, c'est pas forcément sur les sports d'endurance ou les sports de fond. C'est l'exemple qui marche très bien, c'est avec le badminton. Donc c'est finalement pas un sport de base très métrique, et en fait c'est vraiment une volonté politique de la Fédé, des personnes au bon endroit qui vont structurer vraiment la Fédé dans ce sens-là, qui vont apporter des méthodes, etc., et qui vont le retranscrire dans l'outil, avec 2 personnes au sein de la Fédé, donc un sport scientist et un data scientist, qui vont vraiment faire un travail assez remarquable. Et aujourd'hui, si la Fédé de BAD a eu sa première médaille sur la scène internationale, donc c'était l'année dernière, et cette année là au dernier championnat d'Europe ils ont eu beaucoup de titres. Je pense que c'est pas anodin, c'est peut-être pas à cause de la data, mais en tout cas la structuration de la Fédé a beaucoup permis l'amélioration de tous les potentiels qu'ils pouvaient avoir. Un grand bravo du coup à Nathan qui a favorisé, qui a permis justement cette structuration. Et je te pose encore une question là-dessus. Est-ce que moi, typiquement, quand je commence un nouveau sport, je vais moi-même pratiquer le sport justement pour pouvoir comprendre les besoins de l'athlète. Est-ce que toi, tu es allé faire 10 matchs de BAD pour comprendre quels étaient leurs besoins, leurs problématiques, leurs changements de côté, leurs règles, etc. C'est quelque chose que tu as fait ? Ouais, on joue souvent avec eux. Incroyable. Donc c'est le meilleur job du monde si on résume. Il va tester tous les sports olympiques. Mais après, travailler avec une trentaine de fédés, forcément, en une semaine, tu n'as pas le temps de faire tous les sports. Mais ouais, c'est beaucoup de plaisir quand même de pratiquer chacun des sports pour juste déjà avoir du contact avec chaque personne qui travaille au sein des fédés, au sein des différentes entités, pour comprendre vraiment quels sont leurs besoins. Hyper intéressant. J'imagine que toi aussi, Alexandre, ça t'a énormément aidé de venir justement de l'athlétisme, d'avoir pratiqué ces sports pour ne pas raconter n'importe quoi et arriver avec tes lunettes de mathématicien.
Ouais, bah, je pense que c'est évident. Et si on n'était pas développeur ou on n'avait pas le côté sportif, bah, forcément, si tu es uniquement développeur, bah, tu vas avoir un sportif qui va te donner un cahier des charges, il doit tout expliquer précisément, parce qu'en fait, toi, quand tu vois RPE, tu comprends pas, donc tout devient plus long. Et inversement, si on n'avait pas le côté sportif, je pense que parfois on serait parti dans des délires un petit peu d'ingénieurs, comme on peut voir parfois. Je m'enterre dans mon sujet, je vais leur faire des super beaux graphiques, des graphiques FIFA, etc. Et puis au final, ils nous disent non, ça en fait, ça ne sert à rien. Donc, ouais. Et après, nous, on était athlètes, mais on n'était pas coach. Donc on s'est vraiment appuyé aussi sur le terrain des coachs. Donc on discutait avec nos coachs, bien sûr, mais plein de coachs de plein de disciplines différentes. Et ça, c'était hyper intéressant parce que tu as plein de coachs qui bossent hyper différemment. En fait, même dans le même sport, tu as encore aujourd'hui des coachs en trail qui bossent que au RPE, avec des athlètes qui performent à très haut niveau, et des athlètes et des coachs qui vont être plus autour de la data. Et nous, on n'est pas là pour les juger en mode c'est bien, c'est pas bien, on met les outils à disposition. Et voilà, c'est ça qui est aussi assez fou, c'est que pas dans tous les sports. Je pense qu'aujourd'hui, un cycliste professionnel qui s'entraîne que au RPE, je ne sais pas si ça existe, mais tu as des sports dans le trail, en tout cas, par exemple, on a encore de moins en moins, je pense, mais il y a encore des trailers de très haut niveau qui s'entraînent uniquement. Enfin, déjà, si on s'entraîne, on se connaît bien aux sensations, etc., bon, les données apportent plein de choses, mais on voit qu'en fait, on peut déjà faire beaucoup de choses sans parler de data hyper compliquées, de capteurs de glycémie, comme on a évoqué tout à l'heure, etc. Ouais, bien sûr. En fait, touche dans le mille parce que ce sera surtout le sujet de la conférence d'après. Et on demandera à Mathieu Lambert, qui est lui cycliste élite, pour voir s'il y a encore des athlètes qui s'entraînent justement au RPE. Mais là, on parle de données. C'est un sujet qui nous touche tous, et notamment la problématique de respect des données, protection des données. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça? Donc c'est un peu une double question. On voit un bonhomme blond qui est en train de s'agiter de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que potentiellement c'est des choses qui vous font peur? Comment est-ce que vous avez fait justement pour essayer de se structurer par rapport à ça? Est-ce que vous avez fait des choix qui vous ont coûté du temps, de l'énergie, de l'argent? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et notamment Claudia. Alors, nous, de notre côté, en effet, déjà, il y a ce côté RGPD auquel, alors ça c'est aussi de par mon background avant, dans la partie produits, data, etc., qui fait que c'est juste indispensable, effectivement, de respecter, en fait, de faire en sorte que les données soient aussi conformes à la RGPD. Donc actuellement, on préfère forcément avoir des outils français, voire européens. Il est vrai qu'actuellement, voilà, avec les différentes législations, surtout outre-Atlantique, qui vont peut-être voir le jour, oui, beaucoup de sociétés, y compris moi, en fait, se posent des questions. Déjà, de savoir aussi, est-ce que les données sont juste hébergées en Europe, si jamais il y a d'autres outils, parce qu'en fait, il faut le dire, malheureusement, il n'y a pas suffisamment encore d'outils performants, mais ça vient, donc français et européens. Voilà, donc je pense que ce qu'il y a déjà de bon de notre côté, c'est que oui, tout peut être couché RGPD européen, mais la volonté effectivement d'aller encore plus loin, en effet. Ouais. Donc là, on répond à la question. Moi, je veux vraiment des chiffres. On est dans une conférence de data. En termes de coût, combien ça te coûte de ne pas choisir AWS ou Google Cloud, qui sont les fournisseurs américains? Oui. Qu'est-ce que ça te coûte, toi? Est-ce que c'est vraiment problématique? Au contraire, qu'est-ce que ça te rapporte peut-être en confiance des utilisateurs? Alors en termes de chiffres, je ne pourrais pas le dire comme ça, parce que du coup, j'ai pas fait les calculs. Il est vrai que, alors, en termes de tarification, ça peut coûter plus cher, légèrement plus cher, pour justement des outils qui montent en puissance. Donc parfois, malheureusement, qui ne sont pas encore aussi puissants, mais qui montent en puissance. Et par contre, on a toute la confiance qu'effectivement, en fait, que ces outils-là vont se rattraper. Après, pour le côté plus confiance, crédibilité, cela joue énormément, oui. Alors, il faut dire que les testeurs, personnellement, et même dans toute ma vie professionnelle, avec des clients, je n'ai jamais eu la question à savoir si l'outil était européen ou français, ça il faut le dire, mais il y a effectivement des questionnements sur la protection de données RGPD. Alexandre, Nathan, un mot? Nous, c'est une question qu'on a régulièrement. Où sont stockées les données? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les vendez? Combien vous gagnez d'argent? Et si on les vend surtout, oui. Donc non, nous, du coup, on a
comme l'a dit Claudia, oui, on a une politique d'utilisation des données. C'est chiant à lire, personne ne le lit, mais on l'a quand même bien fait, où on explicite que voilà, on ne vend pas les données, que les données, on les stocke forcément pour les accès quand on utilise la plateforme, etc. Donc ça, c'est une chose on peut voir, chaque plateforme se doit de faire ça. Il y a le RGPD aussi. En France aussi, il y a un label qui s'appelle hébergeur de données de santé. Je pense que Nathan doit avoir au-dessus de son lit. Mais voilà, c'est vraiment un label qui est obligatoire pour dès qu'on stocke des données de santé. Donc, est-ce que les données de santé, qu'est-ce que les données de santé dans le sport? Donc, je crois que tu as dit qu'il y avait une liste, Nathan, définie un petit peu par la CNIL, mais voilà, on peut se poser la question, est-ce que le nombre de pas par jour, est-ce que la FC repos, est-ce que le FTP en vélo d'un cycliste, est-ce que c'est des données de santé? Nous, on a fait le choix, c'est pas hyper clair, nous, on a fait le choix que dans le doute de prendre un hébergeur qui a ce label. Voilà, mais du coup... à l'époque, combien ça te coûte? Aujourd'hui, ça nous coûte le même prix parce que tu as des hébergeurs qui font le label, en fait, qui sont assez gros. Donc nous, très concrètement, tu as cité AWS, on est chez eux, c'est les Américains, mais ils ont des serveurs en France. Donc on a nos serveurs à Paris et eux se conforment justement à ce label HDS. Mais si on devait être chez un Français qui a le label HDS, concrètement, ça nous coûterait, en tout cas à l'époque, quand on avait fait notre migration de serveur il y a 2-3 ans, ça nous coûtait 2 fois plus cher. Voilà, donc après il y a une réalité terrain. Après, ça dépend aussi des volumes de données. Nous, on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de données, beaucoup d'accès aux données. Quand on a forcément, je suppose que vous avez beaucoup de données aussi, mais c'est que des données d'athlètes olympiques. Il y a forcément beaucoup moins de volume. Donc voilà, ça dépend aussi de quel type de données on a. Puis forcément, pour des athlètes olympiques, elles vont être plus sensibles. Ouais. Voilà. Après, juste pour finir là-dessus, une grande partie des données, on en discutait tout à l'heure, arrivent des capteurs de marques américaines, Garmin, Coros et autres. Voilà, donc nous, on a beau faire le job entre guillemets en France, si tu as une montre Garmin, bah, forcément les données sont aussi sur un serveur américain quelque part, quoi. Donc il y a une certaine forme d'hypocrisie aussi de la part des utilisateurs qui demandent des serveurs français, alors qu'en fait ils ont tout le reste aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie ou je pense que c'est surtout que les gens ne vont pas forcément conscientiser et vont utiliser. S'ils utilisent Garmin uniquement, je ne sais pas, en tant que montre, et après ils utilisent Nolio au quotidien, mais c'est logique que peu importe, ce soit Nolio ou Strava, c'est l'outil que tu utilises au quotidien, où tu vas dire, ah, c'est là où il y a mes données, et tu ne vas pas forcément te dire, parce que par exemple, quand on parle de données dans le SDH, en fait, potentiellement, la donnée, elle fait Garmin, Nolio, le SDH, elle peut passer par plein d'endroits, et potentiellement, le Garmin l'a revendu, pour le coup, à d'autres tiers, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est une réalité. Et après, les données plus sensibles, je pense que c'est... Nathan, tu pourras peut-être compléter là-dessus, mais je pense qu'on commence à avoir des capteurs français, notamment avec Feeling, par exemple. On commence aussi à avoir des marques de capteurs qui sont faits en France, et on est sûr d'où ça vient, quoi. Ouais, c'est un bon exemple. Feeling, en plus, c'est un beau projet collaboratif, que ce soit avec donc Feeling, qui est une boîte, c'est une boîte de l'X, il me semble, qui ont fait c'est des capteurs de pression, des capteurs de force. Et donc après, il y a un échange direct avec Nolio, puis avec le SDH, pour pouvoir récupérer les données sur pas mal de sports et en faire l'analyse. Et pour revenir en tout cas sur les enjeux de souveraineté, de données de santé, etc., c'est vrai que quand on est sur une population de sportifs de haut niveau, on a quasiment que de la donnée personnelle et que de la donnée de santé. Parce qu'en fait, dès qu'on a une donnée physiologique, que ce soit de l'AFC, un seuil lactique, un seuil ventilatoire, c'est de la donnée de santé. En tout cas, du point de vue de la RGPD et de la CNIL. Et donc ça implique, en tout cas d'un point de vue gouvernemental, d'avoir des équipes qui vont aussi travailler à la fois sur la partie juridique, donc travailler avec la CNIL qui est l'autorité française au niveau RGPD, et avoir une équipe d'infra, donc qui vont eux être dans le management de serveurs. Donc nous on n'a pas d'hébergeur externe, donc on loue deux serveurs qui sont autour de Paris, donc pour avoir une réplication. Et derrière, c'est une équipe de 3 personnes à temps plein qui s'occupe de tout ce qui est sécurité et d'évolution de ces serveurs-là pour pouvoir avoir une souveraineté sur la donnée et être sûr que toutes les données qui rentrent dans le Sport Data Hub restent françaises
Ouais, en tout bien cas, sûr. à partir de l'entrée. Et justement, on va revenir aussi sur cette problématique de coût. Donc, c'est facile d'entraîner un athlète de haut niveau parce qu'on peut encore avoir des données en local. Donc, il n'y a aucun coût, tout marche sur l'ordinateur. Si on fait un rapide tour de table, moi, j'ai potentiellement 6 athlètes, 7 athlètes au monde. Donc, tout tient sur mon MacBook. Pachamama, ils ont peut-être 1800 utilisateurs. Je pense 2000 athlètes sur le Sport Data Hub et 100 000 chez Nolio. Est-ce qu'on peut faire un tour de table justement de ce que ça nous coûte, justement le cloud et le fait de tout mettre à disposition des différents, si c'est pas indiscret ou quoi, mais je pense que nos auditeurs voudront savoir. Ouais, bah, je peux commencer. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le stockage, ça coûte pas grand-chose. Nous, en termes de stockage, je pense qu'on est, je sais pas, à l'ordre de 300 ou 400 euros par mois pour tout, quoi. Par contre, après, ce qui coûte cher, c'est les accès, donc les serveurs en termes de CPU, les gros serveurs de base de données aussi. Voilà, donc nous, on est concrètement, on oscille entre 5 et 10 000 euros de frais de serveur tous les mois, très concrètement. Hyper intéressant. Oui, alors, nous, c'est pas autant, effectivement. Mais oui, heureusement. Non. J'aurais bien aimé avoir 100 000 aussi, par contre. Non, mais effectivement, l'hébergement, l'hébergement, je te rejoins, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, mais effectivement, c'est toute la partie serveur, les bases de données, en fait, pas les bases de données, mais le CRM. Effectivement, tous les outils qui permettent aussi de synchroniser les données, qui s'élèvent, comme ça, je dirais, peut-être entre 800 à 1000, 1100 euros par mois. 1000 euros par mois, et du Oui. côté du SDH On est à plus. Peut-être, c'est une question, parce que c'est plus sensible peut-être aussi, et puis je pense que en termes de ressources humaines, déjà d'avoir des équipes d'infra, donc 3 personnes quasiment à temps plein, déjà on est au-dessus des coûts que vous pouvez avoir. Donc c'est des compétences en général qui sont très techniques et qui coûtent assez cher. Et après, par contre, sur les locations de serveurs, je pense que c'est des coûts qui sont assez similaires derrière. C'est le coût d'avoir une souveraineté totale sur ce qu'on fait. Ouais. Et surtout, on parlait de Feeling tout à l'heure, donc c'est une start-up qui développe des capteurs de force, de puissance, etc. Là où notre Garmin nous donne une data par seconde, Feeling peut donner, j'ai plus les chiffres exacts. Je crois que c'est 150, ils montent jusqu'à 150 Hz, donc 150 données par seconde. Donc, voilà, donc la taille des fichiers, pour même pour des séances de 20 minutes, sont très grosses, mais après, il faut avoir le besoin. Là, en l'occurrence, je crois que c'est notamment sur cyclisme, sur piste. Ils vont vraiment dans une précision énorme à chaque coup de pédale. Du coup, ils ont même le détail du coup de pédale de manière très précise, mais il n'y a pas tous les sports qui ont besoin de ce niveau de précision-là, quoi. Mais ouais, je pense que les montres de grand public, ça monte peut-être à 2, 3 pour certains, mais rarement. Après, le grand public, toujours pareil, on n'en a pas forcément besoin. Même de la tête élite en course à pied ou autre, je suis pas sûr qu'il ait besoin de 240 données par seconde. Ouais, bien sûr. Donc en fait, on a un facteur 100 dans les populations, mais par contre, on a un facteur à l'inverse, 150 justement dans le nombre de données par seconde. Donc c'est peut-être aussi qui explique les coûts qui sont importants chez vous. Et pour finir le tour de table, avec 6 ou 7 athlètes, moi je paye 0. Donc là, en fait, on remarque aussi les défis qui arrivent en fait avec ce trickle down, cette ruissellement. Comment est-ce que justement ça apporte des informations qui sont intéressantes? Dernière question, je pense, avant de nous quitter. Après, on passera aux questions du public. On a vu que l'INSEP développe un propre projet en interne avec Nathan, qui gère ça avec une petite équipe, mais fait aussi appel à Nolio, parce qu'ils ont signé un partenariat, donc une entreprise privée. Comment est-ce que l'État, le ministère des Sports, justement, voit ce partenariat? Comment est-ce qu'ils font confiance à des entreprises privées? Est-ce que les entreprises privées sont bonnes, justement, pour le développement du sport français? Tout à fait. Hein. On n'est pas des équipes non plus illimitées. Et il y a plein de besoins qu'on n'est pas capable de répondre. Je pense que construire des applications aussi précises et être aussi à l'écoute, en tout cas pour centraliser autant de données, centraliser autant de données d'entraînement et sur une population aussi large, c'est pas des choses que nous déjà légalement on peut faire parce qu'on a un périmètre qui est limité. Et derrière, c'est mieux de collaborer tous ensemble avec tous les acteurs qui sont disponibles sur le marché français, parce que c'est un gain de coût évident pour tout le monde. Très intéressant. Ouais, pour compléter, nous, entre guillemets, on ne s'est jamais posé la question dans le sens où on est parti du besoin terrain. Après, on a eu des athlètes, des coachs qui ont utilisé la plateforme. Et puis, en fait, c'est le jour où il y a un athlète olympique qui était sur notre plateforme qui, du coup, les données devaient remonter dans le SDH.
Et donc ce jour-là qu'on a fait l'intégration. Et voilà, il y a d'autres partenaires privés là-dedans. Et nous, en tant que partenaires privés et puis français, voilà, on est fiers de pouvoir contribuer à rapatrier ces données-là dans le SDH. Vous avez d'autres partenaires français, il y a d'autres solutions, il n'y a pas que nous, où les données remontent. Voilà, donc je pense que c'est... Après, est-ce que le gouvernement aurait pu développer des outils comme le nôtre, ou est-ce qu'il faut qu'il le fasse? Moi, je pense pas. C'est des sujets plutôt politiques et je ne vais pas m'y aventurer, mais voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment utiliser les entrepreneurs et pour le coup, je pense que c'est une très très bonne chose pour le pays. Dernière question, on parle souvent de trickle down, donc la théorie du ruissellement par le haut. Donc je vous ai donné l'exemple en automobile des freins en céramique qui étaient utilisés ensuite dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Je vais reprendre un autre exemple d'automobile pour vous parler du trickle up. Donc en fait, c'est le ruissellement mais de l'autre sens. En fait, notamment Renault, quand ils ont développé leur voiture pour les 24 heures du Mans, ils n'avaient pas de système de LED suffisamment efficace. Sauf qu'ils n'avaient pas non plus justement le budget pour le faire et ils ont utilisé les voitures de série pour mettre des ingénieurs dessus et ensuite les réutiliser pour les voitures qui en sont allées rouler sur les 24 heures du Mans. Je pose la question spécifiquement à Alexandre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait? Donc en fait, tu as utilisé des formules qui étaient OK et après, tu as attendu d'avoir des revenus, du temps, de l'argent, peut-être des ingénieurs supplémentaires pour justement améliorer les formules, mais grâce aux données de la base. Ouais, nous, aujourd'hui, sur les formules, on a assez peu développé nos propres formules, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur la littérature scientifique, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais on essaye on parle de charge, etc., mais on essaye que les algorithmes soient explicites, là où aujourd'hui, des Whoop ou des Garmin ou autres vont nous sortir des scores, et qui sont souvent plutôt bons, hein, mais on ne sait pas trop d'où ils le sortent, et il faut leur faire confiance. Donc voilà, nous, on a essayé de faire plutôt... l'inverse, dans le sens où tout score ou toute formule sur Nolio, on peut te donner exactement le code ou la formule, en tout cas, qui te dit comment le faire. Après, je pense que, parce que tu parles de trickle up, je pense qu'il y en a eu forcément dans des Whoop, par exemple, ou certains capteurs qui n'auraient jamais été développés pour 5 athlètes de haut niveau. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup d'athlètes de haut niveau qui utilisent ces capteurs-là et ça rajoute de la data. Et inversement, tu as des capteurs qui sont faits, on parlait de feeling, spécifiquement pour les pistards, des capteurs de puissance. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, mais nous, on n'y a pas spécifiquement, on n'a pas fait des choses spécifiques en ce sens, quoi. Et j'imagine que personne dans la salle ne fait de cyclisme sur piste. Je me trompe peut-être. Cher public, maintenant à votre tour de poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou quoi, franchement, c'est votre tour. Alors pour vous lancer, je vais peut-être avant ça vous montrer une petite illustration, en fait, une petite touche data. J'espère que ça ne va pas en perdre trop. C'est en fait un algorithme de clusterisation. Donc ça, c'est potentiellement ce que met en place Pachamama pour définir en fait ces différents groupes. En fait, je vais prendre un exemple qui est assez simple, mais au moins vous comprendrez tous. J'espère que je vais en choquer personne. Ça peut être par exemple d'un côté le nombre de kilomètres parcourus et de l'autre côté par exemple le poids de la personne. Et en fait, on peut réussir à créer des clusters de population pour comprendre comment tous nos utilisateurs fonctionnent. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir cibler spécifiquement les coureurs qui sont, par exemple, gros et qui courent beaucoup. Et ben, en fait, ils vont avoir une forte charge externe sur les articulations, etc. Et on va pouvoir les traiter différemment. De la même manière, pour les coureurs qui sont très très légers, mais qui ne courent pas du tout, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place? Donc voilà, c'est un petit exemple qu'on voulait vous mettre sans trop vous perdre. Mais voilà, en attendant quelques questions potentiellement, si vous en avez là-dessus. Une première question en face de moi. Bonjour à tous. Déjà, merci pour la table ronde et puis pour l'événement, parce que c'est top. Plus qu'une question, en fait, c'est un retour d'expérience, parce qu'on a la chance de travailler avec le SDH dans la fédération pour laquelle je travaille, pour des athlètes féminines, et des athlètes féminines en développement. Et on s'est rendu compte vraiment que l'apport de données était vraiment bénéfique pour ces athlètes qui arrivent sans rien connaître en fait de leur pratique et de ce qui se passe réellement, et pour les coachs d'avoir un lien avec l'athlète sur le ressenti, puisqu'on utilise l'AMS plus sur
sur le ressenti, et puis on a des API avec les capteurs qu'on utilise. Mais ça nous permet, sur une athlète en développement, de lier justement la charge interne et puis la charge externe, et puis de les instruire en fait sur comment elles se ressentent après leurs entraînements, après leurs compétitions. Et ça a été vraiment un déclic, nous, je trouve, dans la façon d'entraîner nos athlètes et dans la façon dont les athlètes s'entraînent et voient l'entraînement aussi, puisque du coup, elles s'intéressent de plus en plus à la data et de plus en plus à la précision en fait de leur entraînement. Donc ça a vraiment été pour nous, l'apport de données a été vraiment un déclic dans la façon dont on entraîne nos athlètes. Donc merci au SDH. Avec plaisir. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en exemple de Trickle Up, finalement, le meilleur, je sais pas, c'est peut-être un peu détourné, mais finalement, il est humain. Parce que pour avoir une population élite, au départ, il faut des jeunes qui soient motivés, qui soient bons. Et comment on arrive à identifier, à déceler du potentiel chez ces athlètes-là, et comment on les forme, comment on leur apporte la meilleure pédagogie possible sur l'entraînement. Et ça, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple possible de Trickle Up, en tout cas sur le sport de haut niveau. Je me permets de rajouter justement quelque chose sur l'aspect un peu jeune et data. Et en fait, c'est un truc qui a été développé par l'INSEP, c'est les couloirs de performance. Et en fait, ils avaient essayé de déterminer quand on avait telle performance à 14, enfin du coup c'était 14 ans, 13 ans, etc. Mais c'était décomposé en catégories, donc Benjamin, minime, cadet, etc. Comment est-ce qu'on pouvait progresser ensuite? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'athlètes de haut niveau vers les mois de, je crois que c'était début ou fin d'année, parce qu'effectivement, en fait, à 13 ans, quand on est en fin d'année ou quand on est en début d'année dans sa catégorie, on a potentiellement, 0,8 de plus de développement humain et donc forcément de forme physique. Et du coup, en fait, la donnée a permis justement de débiaiser tout ça et de donner un vrai score du couloir de performance par rapport justement à ce vrai âge physiologique et pas l'âge de la catégorie. Ouais, pour compléter, c'est exactement ça. Et surtout que finalement, dans pas mal de fédérations, dans pas mal de sports, la détection, quand elle se fait pour entrer dans des pôles espoirs ou dans des centres de formation, en tout cas chez les garçons, elle a lieu entre 13 et 14 ans. Chez les filles, pareil. Et finalement, pour ces deux populations-là, qui ont des âges de croissance différents, on est quand même sur un âge de pic de croissance. Et donc c'est là où on va avoir le plus de disparité de croissance entre les athlètes. Et finalement, on s'est rendu compte que dans les populations qu'il y avait dans ces centres de formation, dans ces pôles espoirs, on retrouve beaucoup plus d'athlètes qui sont matures jeunes que de gens qui ont une maturité tardive. Et donc l'idée, c'est essayer de construire à partir de toutes les données qu'on a des outils qui permettent de rééquilibrer un petit peu ce biais qu'on peut trouver dans notre système de détection qui finalement détecte plus la maturité que la performance future. Alors j'ai déjà le micro, j'ai été équipé. Merci pour la présentation. Ma question, elle est plus peut-être marketing par rapport au trickle down, parce que donc le titre c'était mise à l'échelle des algorithmes pour le grand public. Et ma question c'est, pour que le grand public profite de ça, on peut s'imaginer plusieurs barrières. Ça peut être de la terminologie, ça va être l'ouverture à vouloir partager des données. Et je voulais juste avoir votre point de vue pour que ce trickle down ait lieu et profite au grand public. On pourrait s'imaginer au moins deux scénarios. Un où on pousse les choses, je sais pas, des plateformes comme Strava, ça tombe chez les utilisateurs automatiquement, ou un autre scénario qui est plus que le grand public y voit un bénéfice pour eux, donc qui est une demande. Donc je voulais juste avoir un petit peu comment vous voyez les choses, le trickle down, comment ça peut bénéficier au grand public. Si ma question est claire. Ouais, c'est clair. Je pense, comme tu dis, le plus probable, c'est quand même la première option, une plateforme comme Strava ou nous ou d'autres qui mettent en avant quelque chose. Après, c'est lié à ce que tu dis en deux aussi, c'est que s'ils poussent quelque chose mais que ça ne sert à rien, les athlètes ils vont dire c'est marrant dans 2 minutes et puis après ils ne s'en serviront pas. Donc après, je pense que c'est... Parce que les athlètes ne savent pas forcément aussi ce qu'ils ont besoin, entre guillemets, ou avant, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on va faire en termes d'IA, etc. Aujourd'hui, si on demande à un athlète quel algorithme tu as besoin, je ne suis pas sûr qu'il sache nous répondre tiens, il me manque tel algorithme.
Par contre, demain, si on lui donne et que c'est hyper utile et qu'il voit les bénéfices sur son entraînement, bah là, il s'en servira, quoi. Donc, bon, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais... Non, c'était juste pour avoir un point de vue de votre côté. Merci. Merci aussi pour la présentation. C'est super intéressant tous ces datas. Et justement, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui on sait le bénéfice que peut avoir toutes ces datas sur les gains de performance parce que c'est super intéressant, mais finalement, comme disait Aurélien, pour le trade, si déjà on court, on mange et on dort, c'est peut-être déjà pas mal. Et est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui si toutes ces datas et tout ce qu'on arrive à mettre en place, ça a permis un gain de performance ou une diminution des blessures chez les athlètes? Est-ce qu'on arrive à le mesurer, ça? C'est une très bonne question et c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Souvent en entreprise, plutôt du côté industrie, on parle de ROI, donc qui est le retour sur investissement. Donc quand on lance un projet data, on a une métrique de base qu'on essaye d'améliorer, on fait notre produit data et on regarde le rendu et est-ce qu'on a progressé ou pas, ou est-ce que le produit finalement il sert à rien. C'est très dur à faire dans le sport de haut niveau. On peut peut-être le quantifier un petit peu sur des sports métriques, mais en fait la performance est tellement multifactorielle que c'est difficile d'estimer, tiens, ça va être grâce à la data, ça va être grâce à la nutrition, ça va être grâce à tous les autres facteurs. Et donc c'est des choses qui sont très difficiles à quantifier. Et ce sera surtout le thème de notre troisième table ronde, donc tu vas être servi à propos de cette question. Une dernière question, tout au fond. Ah, on a même deux. Après, on va devoir couper parce qu'il y a quelques planches de charcuterie qui vous attendent. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour cette présentation. Alors, c'est une double question. Parce que vous parlez énormément de biais. Est-ce que moi, en tant qu'athlète, si j'ai mon entraîneur qui va me proposer des séances, où il va me dire, moi, j'ai 30 ans d'expérience. Alors moi, je suis plutôt côté sport de combat, où effectivement, on va vous dire, on va travailler la boxe à l'ancienne, avec tel ou tel round, avec telle ou telle répétition. Mais est-ce que justement, si on utilisait l'IA pour gommer ce biais, on pourrait avoir une nette amélioration du retour d'expérience de l'athlète par rapport à son entraîneur? Parce que moi, en tant qu'athlète, si mon entraîneur, justement, je veux, entre guillemets, pas lui faire de la peine, mais je lui dis, écoute, cet entraînement-là, moi, il m'a rien fait, ou je trouve que ça m'apporte rien, mais lui pense que ça va apporter quelque chose. Du coup, est-ce que ça va pas permettre justement de gommer tous ces biais et justement de s'améliorer petit à petit? C'est compliqué. Souvent, dans une relation qui marche bien entre un athlète et un coach, il faut de la confiance. Je ne suis pas sûr que l'IA puisse apporter cette confiance-là supplémentaire. Et quand on accompagne des projets, en tout cas quand on choisit d'accompagner des projets, souvent c'est les premières questions qu'on se pose un petit peu sur quelle est vraiment la politique de la Fédé, quelle est la politique du coach, est-ce qu'il a une certaine appétence sur la donnée. On force rien en général, c'est plutôt les gens qui viennent vers nous et qui ont des besoins, on essaye d'y répondre, plutôt que d'apporter une solution à quelque chose où on n'est pas sûr que ça va vraiment bien fonctionner. Pour compléter, c'est encore faudrait être sûr que c'est un biais, parce que potentiellement sa méthode va pas marcher sur toi, mais va très bien marcher sur un autre athlète. Et du coup, comment, bien sûr, on pourrait dire, ok, on donne le profil, on donne ton profil à l'IA, mais c'est comme dit Nathan, après une relation coach-athlète qui fonctionne aussi, c'est une relation de confiance. Et potentiellement, des fois, ça marche, non pas parce que les techniques de l'entraîneur sont bonnes, entre guillemets, potentiellement l'entraîneur va faire quelque chose d'un peu mieux à côté, mais en fait, si la confiance est totale et l'investissement de l'athlète est plus fort, etc., ça va fonctionner. Donc ouais, je pense que c'est compliqué et je pense pas que l'IA sur cette partie-là va forcément résoudre ce souci-là, quoi. Là où elle peut être utile éventuellement, c'est si l'entraîneur il a différents athlètes et qu'il a déjà une forte appétence data et il sait ce qu'il a envie de voir, ça va l'aider à individualiser éventuellement ses entraînements par rapport à tous ses athlètes. Mais pour le coup, après, je suis pas sûr que l'IA prenne la place d'un coach. Dernière question. On parle beaucoup de données pour l'entraînement, pendant l'entraînement et pour la progression, etc. Mais qu'en est-il des données de récupération? À savoir, comment on sait quand on est prêt, quand on est assez reposé pour enchaîner l'entraînement d'après.
L'année dernière, avant mon marathon du Mont Blanc, le matin même, ma montre m'indique que je dois me reposer. Comment on fait pour avoir des bonnes indications, pour savoir si on est prêt malgré un bon entraînement, puisque jusqu'à maintenant c'est plutôt de la rétroactivité, de l'asservissement sur les entraînements d'avant, et comment on sait, comment on a fait l'entraînement d'après vis-à-vis du repos fait. C'est le sujet de la 3e table ronde a priori. Mais juste pour dire une phrase là-dessus, je pense que le matin de la course, il vaut mieux regarder aucun algorithme et aucun score. Parce que si tu avais dit tu es à 10 sur 10, tu te serais dit ah ouais super, je vais tout fracasser, et là potentiellement tu t'es dit merde, j'ai foiré quelque chose, alors qu'en soi ça se trouve la réponse c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est dans quel état d'esprit tu as. Forcément, si on arrive avec pas d'entraînement sur un ultra trail, il ne se passera pas de miracle, mais voilà, donc je pense que le jour J, après il y a des outils comme le HRV, donc qui sont des tests de variation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais le matin même, entre guillemets, de toute façon, c'est trop tard. Donc vaut mieux pas savoir plutôt que de s'influer négativement. Parce qu'au mieux, on va avoir une bonne surprise. Mais si le algo nous dit, comme on peut avoir sur Garmin à l'échauffement, quand il va nous dire aujourd'hui moins 3 sur 10, voilà. Donc après, tu as peut-être une réponse différente, José. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors là, pour le coup, on a beaucoup parlé des avantages en fait de la data, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Pour le coup, on va pas se cacher. Et en fait, c'est pas que la maths qui compte, mais il y a aussi, on a parlé justement de la relation avec le coach, etc. C'est hyper important en fait de garder cette relation, ce vrai sens terrain, et on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Donc, non, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ce sera aussi le thème de la 3e conférence qu'on va avoir avec Jérôme et avec Mathieu et avec Guillaume. Donc, je tenais vraiment à remercier les 3 intervenants, et surtout Pachamama, Nolio et l'INSEP qui nous ont permis d'être ici, et surtout qui nous montrent comment en interne ils développent le sport et la data en France. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour eux.